par Marie-Robert, notre invitée de ce jour. Et nous sommes ensemble pour 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, on verra en fonction de ce dialogue, on verra en fonction de vos questions. Marie-Robert, merci en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation sous une forme différente de ce que nous avions prévu ensemble il y a plus d'1 an, dans une autre vie, dans un autre temps. Initialement, cet atelier devait se dérouler à l'ADAGP, qui est un partenaire très important de Gens d'Image. Aujourd'hui, on le fait sous la forme d'un webinaire. On improvise. Moi, je suis à Toulouse, vous êtes à Paris, mais que ça ne nous empêche pas de dialoguer ensemble sur à la fois votre parcours, une sensibilité, des engagements, des productions et des actualités qui vous concernent. En tout cas, merci d'avoir répondu à nouveau à notre invitation, notre modeste invitation, et on est ravis de vous accueillir, j'allais dire, à distance, pour l'instant. Merci Philippe, c'est moi qui suis ravie. Je suis évidemment très honorée par cette invitation et je vous remercie, vous et Gens d'Image, pour ce moment de partage, d'échange que j'espère intéressant. Et donc, je ne vous parle pas de Paris, mais de Sartrouville, dans les Yvelines. Soyons précis, d'accord. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, bien évidemment, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Vous pouvez écrire vos questions. L'association Gens d'Image est là pour les recevoir et me les transmettra par message très discret, mais très régulier, j'espère. Et à nouveau, moi, je me ferai le porte-parole pour vos questions auprès de Marie-Robert. Alors, pour commencer cet entretien, on est entre nous, on est sur le mode de la conversation. Nous avons déjà eu l'occasion de converser il y a quelques mois dans le cadre d'une émission de radio. Là, on est un peu à la radio, quelque part. J'ai l'impression d'être presque seul avec vous. Et du coup, je vais pouvoir je vais voir si je peux oser vous poser des questions différentes, innovantes, je ne sais pas, on va voir. La première qui n'est pas une question, c'est peut-être une suggestion. J'ai envie de vous faire rebondir tout de suite sur la photographie que l'on voit en partage d'écran, puisque cette photographie, en tout cas, vous avez accepté qu'on l'utilise pour l'invitation à cet atelier Gens d'Image avec vous, Marie-Robert. Qui est sur la photographie? Qui est sur la photographie? Une petite fille. Moi, en l'occurrence, je pense que j'avais entre 7 et 10 ans. J'étais chez ma grand-mère maternelle, une femme à qui je dois beaucoup, pour beaucoup de raisons. Et j'aime beaucoup cette photographie parce qu'elle contextualise vraiment un moment de notre histoire à tous. Enfin, je trouve qu'elle est très chargée en termes de couleurs, d'objets. Enfin, voilà, on arrive tout de suite à la dater. Et pour moi, elle évoque ce moment de l'enfance où tout est inventé, tout est presque possible. Et Tintin, les lectures de Tintin chez ma grand-mère, c'était un moment très important d'invitation à l'image, à l'imaginaire, à l'aventure. Tintin, c'est un personnage, un héros, mais très androgyne, donc je pense que je m'y identifiais plus facilement. Et c'est aussi finalement par cette bande dessinée, mais évidemment par plein d'autres choses, que je pense que je suis allée vers aussi des territoires presque de la métaphysique. Voilà, ce numéro-là faisait suite cette boule de cristal, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et pour moi, voilà, c'était déjà un univers très effrayant de populations qui sont en voie d'extinction. Dans d'autres bandes dessinées de Tintin, par exemple L'île mystérieuse, on annonce la fin du monde. Enfin, ça a auguré d'un tournant aussi de civilisation qu'on est en train de vivre encore, enfin qu'on vit à plein feu aujourd'hui. Et quand Erika Weidman m'a demandé une photographie d'enfant pour son site Nine Lives, j'ai pensé très vite à cette photographie qui est très polysémique, mais surtout pour moi en fait. Et cette photographie rebondit aujourd'hui pour cet atelier Gens d'Image. À quoi rêve cette petite fille à l'époque? Cette petite fille que l'on voit là en photographie en train de lire Le Temple du Soleil.
À quoi rêve-t-elle? Elle rêve voyage, elle rêve image, elle rêve nature, ou pas, ou autre chose? À quoi rêviez-vous à l'époque, Marie-Robert? Je rêvais à quoi? Beaucoup de liberté, d'aventures physiques, d'aventures relationnelles, amicales. J'étais, je pense, portée par l'énergie de cette grand-mère qui était une femme qui, dans la résistance en fait, qui avait été résistante et qui était aussi dans la résistance par rapport à une société qui la chapeautait, qui l'enfermait aussi en tant que femme. C'est une femme qui avait fait des études pendant la guerre, qui avait été très malade, qui était issue de la bourgeoisie intellectuelle, qui a rencontré mon grand-père, un homme merveilleux, mais avec lequel elle a fait 6 enfants, et finalement, probablement qu'elle n'a pas trouvé sa liberté dans ce couple-là et dans cette société-là qui était la sienne. Et donc, je crois que je rêvais chez elle aussi peut-être à changer le monde un peu. C'est présomptueux, mais il y avait quelque chose, voilà, de faire ma part aussi pour que le monde aille mieux, et en particulier celui de ma grand-mère. Alors, on va voir peut-être que si cette photographie a constitué un point de départ, moi je connais quelques éléments de réponse de votre parcours, on va laisser celles et ceux qui nous écoutent découvrir votre parcours qui est très transversal, qui est une question d'engagement, et moi qui connais certains éléments de réponse, pour avoir déjà conversé avec vous, je me dis que cette photographie est un bon choix partagé, au-delà de l'anecdote, mais qui va faire sens, et je pense que dans 1 heure et demie, certaines et certains d'entre nous qui nous écoutent vont comprendre pourquoi je me permets de faire ce complément. Alors, Nathalie l'a dit tout à l'heure, vous êtes conservatrice. Et là, je prends le temps de le dire, parce que chaque mot est important. Conservatrice en chef, chargée de la photographie au musée d'Orsay à Paris. Tout de suite, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas une habitude, je dirais, de compréhension facile par rapport à cette terminologie, est-ce que vous pourriez nous préciser, Marie-Robert, à la fois ce que veut dire ce mot conservatrice en chef, chargée de la photographie, quel est votre métier, pour le dire autrement, et deuxième question qui est liée, qui est associée, musée d'Orsay à Paris, quel est l'environnement dans lequel vous travaillez au quotidien depuis 2011, si mes informations sont exactes? Absolument. Conservatrice, oui, c'est un mot qui peut être un peu triste, mais qu'il faut prendre au premier degré finalement. Donc, il s'agit avant tout de conserver un patrimoine culturel, artistique, social d'importance nationale, le préserver, le faire durer, le transmettre en fait aussi, aussi bien à nos contemporains qu'aux générations futures. Donc, je crois que c'est la première mission, c'est justement, très concrètement, protéger physiquement des dégâts matériels, des agressions extérieures, du vieillissement, un patrimoine. Et puis, au-delà, c'est restaurer si nécessaire, c'est enrichir si nécessaire, et ça l'est, une collection. C'est l'observer, l'analyser, l'étudier, la comprendre, la reconsidérer, parce qu'on considère peut-être pas la photographie, la peinture, la sculpture aujourd'hui de la même manière qu'on a pu le faire il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Et c'est donc valoriser ce patrimoine à travers l'enseignement, par exemple, à travers des conférences, à travers des publications ou à travers des expositions dans un parcours permanent ou de façon plus temporaire. Voilà, c'est un peu les différentes facettes du métier de conservateur, conservatrice du patrimoine. Et parce que pour ce qui concerne le musée d'Orsay, c'est un établissement public qui a été pensé dans les années 1970 par différents présidents de la République
Il y a eu une mission de préfiguration dans les années 75, 76, et puis ce musée a ouvert ses portes au public en 1986, donc à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris. Et c'est un musée qui conserve et transmet des productions réalisées essentiellement par des artistes, mais pas seulement, en particulier dans le cas de la photographie, au 19e siècle, et plus précisément entre 1848 et 1914. C'est un musée qui a donc des collections de peinture, de sculpture, d'art décoratif, d'architecture et de photographie. Et la collection de photographie est l'une des plus importantes, à la fois qualitativement et quantitativement, en France pour un établissement public de beaux-arts. Voilà, on a environ 45 000 photographies dans cette collection, donc gérées, conservées, valorisées par 2 conservateurs, Thomas Gallifot, qui est également conservateur en chef, et moi-même, donc depuis une petite dizaine d'années. Je vais lire juste la première phrase de votre, en tout cas d'une biographie que j'ai trouvée sur vous. Vous êtes né à Lyon en 1974 et cette biographie très sommaire dit que vous avez d'abord traversé les concours de la fonction publique. Je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent, encore une fois. L'école normale supérieure de Cachan, l'agrégation de sciences économiques et sociales, puis l'Institut national du patrimoine. À quel moment, ou combien de temps après, et comment le musée d'Orsay est arrivé dans votre vie? Entre ce temps de formation successive et, on va dire, on va sauter peut-être plein d'étapes, j'imagine, de votre vie, mais cette fonction qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et qu'on a envie, toutes et tous ensemble, de mieux appréhender, de mieux comprendre. Quel lien, pour le dire autrement, vous faites entre vos formations successives et votre métier d'aujourd'hui, avec le recul? Alors, ce serait vraiment un piège. Enfin, je ne voudrais pas tomber dans le piège de l'illusion rétrospective et de dire que c'était une vocation qui m'habitait dès ma tendre enfance, parce que ce n'est pas le cas finalement. J'avais envie d'être cinéaste, j'avais envie de faire de la politique, j'avais envie d'être dans l'action. D'une certaine manière, je le suis, mais autrement que ce que je pensais être ou devenir. Et j'ai enseigné quelques années. J'ai été passionnée par cette activité, cette mission en fait, aussi de transmission. À l'école du Louvre, c'est ça? Alors à l'école du Louvre, mais avant en lycée auprès de lycéens. J'ai enseigné les sciences sociales, les sciences économiques et sociales. Et je pense que c'est quelque chose qui me porte encore aujourd'hui. Et au gré de rencontres, de hasards, d'échanges, mon itinéraire s'est construit, mais je pense, sans désir initialement d'arriver au musée d'Orsay. Et j'ai eu cette chance merveilleuse, voilà, il y a une dizaine d'années, d'être recrutée par le président de l'établissement, Guy Caucheval, qui à l'époque probablement cherchait aussi à renouveler son équipe et chercher des profils un petit peu plus atypiques ou plus périphériques, moins dans l'histoire de l'art pur, dans l'histoire de la photographie, mais des gens qui venaient d'ailleurs et qui pouvaient apporter un regard un petit peu différent et qui pouvaient justement, avec son équipe, envisager aussi de porter des sujets ou des projets en phase avec la société d'aujourd'hui. C'est justement pour incarner cette transversalité que je me suis permis de citer, en tout cas, l'ébauche d'une biographie qui est beaucoup plus large que ce que j'ai proposé, pour justement mettre en valeur cette transversalité qui vous appartient. Depuis que nous avons commencé à discuter depuis une quinzaine de minutes, il y a 2 mots que vous avez prononcés à plusieurs reprises. C'est le mot d'action, et c'est vrai tout à l'heure pour définir votre métier de conservatrice en chef, vous avez parlé de conserver, restaurer, valoriser, je cite, enrichir, des mots qui sont de l'action, de faire quelque chose. Et il y a un second mot que vous avez proposé à 2 reprises, et peut-être que là, c'est moi qui parle, mais j'y vois comme une passerelle entre votre ancien métier d'enseignement et votre fonction aujourd'hui, c'est le mot de transmettre. Cet engagement de la transmission, ce postulat de la transmission, c'est quelque chose qui est très important pour vous, qui transcende peut-être tout ce que vous avez fait à ce jour et ce que vous allez faire peut-être demain. Transmettre, comment transmettre, pour qui?
Oui, oui, en tout cas, ce sont des questions qui m'habitent et qui sont là au quotidien. Je ne suis pas sûre de savoir y répondre forcément et d'avoir la bonne réponse, mais c'est sûr que j'ai bien conscience de l'immense chance que de travailler dans un établissement comme celui-ci, de chaque jour pouvoir rencontrer des œuvres, explorer des itinéraires d'artistes. Et je sais que tout cela est éphémère, que ça n'a qu'un temps et que notre existence aussi n'a qu'un temps. Donc autant donner du sens à notre présence sur Terre le plus efficacement possible et autant aussi pouvoir le faire avec le beau, ce qui a l'intelligence, avec le sensible, tout ce que l'art aujourd'hui nous permet d'explorer. Tout à l'heure, je permettais de citer notre regrettée Monique Plomb qui considérait, et elle avait raison, que ces moments, ces ateliers gens d'image devaient être aussi un moment pour regarder ensemble des photographies. C'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Avant de peut-être partager mon écran et partager les images que nous avons sélectionnées ensemble, que vous avez sélectionnées, j'avais une question peut-être subsidiaire en préambule. Comment la photographie est arrivée dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu une exposition qui a déclenché un attrait pour ce médium si particulier? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce que c'est quelque chose qui est en gestation, en construction? Est-ce qu'il y a eu une première fois par rapport à une photographie qui est devenue un marqueur, qui a déclenché des choses? Comment la photographie est arrivée dans votre vie, Marie-Robert? Question vaste, mais est-ce qu'il y a un premier jour, une première fois dans cette découverte de l'image fixe? Aïe, 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 je crois que je vais vous décevoir parce que je crois pas. Je crois qu'il y a des premières fois du côté de l'image animée, en fait, Oui. et que je suis arrivée à la photographie de façon plus rationnelle ou plus adulte. Je crois que tout ça, c'est des histoires aussi de famille, des histoires très personnelles, mais c'est mon autre grand-mère qui m'a beaucoup nourrie avec l'image animée, les films de famille qu'elle projetait dans son salon avec un projecteur 8 mm Super 8 et cette dimension-là de l'image comme une trace, un moment qui est déjà passé, de sentiments, d'affection, de liens entre les individus. Je crois que ça m'habite et c'est la façon aussi dont je considère aussi la photographie aujourd'hui, comme le témoignage d'existences multiples, que ce soit donc au musée d'Orsay avec les collections extraordinaires que nous avons, ou que ce soit dans d'autres projets, en particulier autour des femmes photographes. C'est aussi ce désir très fort de redonner un corps, incarner en fait les images qui sont produites à travers des histoires, à travers des noms, en sortant de l'anonymat, les individus qui les ont réalisés. C'est une transition parfaite vers l'ouvrage auquel vous avez pleinement participé il y a quelques mois déjà. Je reprécise juste que vous avez réalisé des travaux universitaires consacrés à la nouvelle vague. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises au cinéma. Et pour celles et ceux peut-être qui veulent en savoir plus, je vous renvoie peut-être à des travaux qui sont visibles, je ne sais pas, que vous avez pu faire, vous, Marie-Robert, sur la nouvelle vague. En tout cas, basculons ensemble, si vous le souhaitez, vers la photographie, vers les photographies, avec un ouvrage manifeste, un ouvrage somme, pour lequel vous avez eu une participation très riche. Donc, sous votre direction, Marie-Robert et celle de Luce Lebart, historienne de la photographie. D'ailleurs, on s'était rencontrés, j'ai non, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, j'en fais la confidence à celles et ceux qui nous écoutent, mais on avait échangé déjà autour de cet ouvrage, quand il est sorti fin 2020 aux éditions textuelles. Un ouvrage, et vous allez nous raconter, je dirais en tout cas pour aller à l'essentiel, la genèse de cet ouvrage, comment il est arrivé dans votre vie, comment il s'est construit, comment vous l'avez construit en duo avant de parcourir ensemble. Je serai votre petite main et vous serez la voix évocatrice d'un certain nombre de pages que vous avez vous-même sélectionnées et que nous allons découvrir ensemble. Une histoire mondiale des femmes photographes. Comment
est né ce projet? Comment vous y êtes, retrouvé, invité? Je ne sais pas, vous allez nous dire. Comment il s'est construit? Et peut-être avec le recul maintenant, puisque ce livre que je projette avec vous, première édition, est épuisé. Il a été réédité il y a quelques mois. Peut-être, 1 an et demi après, quel regard distancié vous portez sur cette aventure éditoriale? Alors, c'est un ouvrage qui est né de la conjonction de trois désirs, en fait. Hein. C'est un objet très collectif. D'abord, le désir de Luce Lebas, donc, que vous avez cité, qui est une historienne de la photographie, qui travaille actuellement en partie pour une immense archive privée, Archives of Modern Conflict. Luce qui, il y a quelques temps déjà, avait produit un dictionnaire des grands photographes chez Larousse et qui, pour des raisons diverses, en fait, n'avait pas pu insérer autant de notices relatives à des femmes photographes qu'elle l'aurait souhaité. Parce que si elle insérait tel ou tel photographe, eh ben, ça nécessitait d'exclure, pour des raisons éditoriales, Man Ray, Brassailles, Robert Capa, que sais-je. Et donc, elle a été confrontée à une forme de frustration, déception qu'elle a voulu réparer d'une certaine manière. Je ne voudrais pas parler non plus pour elle, hein, mais c'est comme ça que je perçois sa démarche. C'est aussi le désir de notre éditrice, Marianne Théry, donc, qui est cofondatrice des éditions textuelles et qui s'est spécialisée depuis de nombreuses années à la fois dans le livre de photographie et puis qui a une démarche que je pourrais qualifier d'engagée, militante, voire féministe, et qui aussi avait un désir d'un objet autour de la photographie par les femmes. Et puis c'est enfin aussi mon propre désir qui s'est associé, qui a rencontré celui de Luce et de Marianne, puisque en 2015, pour le musée d'Orsay, j'avais organisé une exposition intitulée « Qui a peur des femmes photographes ?» Une exposition qui avait été présentée sur 2 sites, au musée de l'Orangerie, qui avait été conçu par Thomas Galifo, et au musée d'Orsay, dont j'étais responsable, et qui avait pour ambition en fait de reconsidérer la contribution des femmes photographes à l'histoire sur un siècle, entre la naissance de la photographie et puis la Seconde Guerre mondiale, et qui était une première étape une première étape, ça manque de modestie, hein, mais je vais peut-être y revenir après, mais dans l'exposition de manière très transversale de la production des femmes photographes. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'autres initiatives pionnières avant cette exposition, mais le fait que ça soit dans un grand musée national parisien, ça a eu une ampleur importante. Et puis, à la suite de cette exposition, j'ai enseigné pendant 3 ans à l'école du Louvre, comme vous mentionniez, la photographie à travers le prisme du genre. Donc, en interrogeant comment la photographie a été construite, en posant des hypothèses, en montrant que manifestement, pendant 2 siècles, on n'a pas forcément représenté les hommes et les femmes de la même façon. Donc, le genre est un critère important pour représenter les individus. Et puis, en parallèle, voilà, j'ai essayé de commencer à penser une histoire de la photographie par les femmes. Et donc, voilà, ces 3 envies se sont conjuguées pour produire un gros ouvrage qui se veut un manifeste, qui se veut plus une proposition, une introduction, une invitation qu'une somme aboutie. Ça a été fait dans des conditions assez acrobatique, dans un temps record, et puis donc avec la situation sanitaire que l'on connaît, et puis surtout avec une ambition folle, puisqu'il s'agissait d'envisager donc une histoire mondiale de la photographie, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, sur tous les continents, avec le pari que cette histoire, elle pouvait se faire un peu différemment et que, Luce comme moi, nous n'allions pas être les historiennes ou celles qui allions raconter magistralement l'histoire, mais nous allions inviter
plus d'une centaine d'autrices à produire cette histoire. Je ne sais pas si à ce stade… Non, en effet, parmi les autrices, on pourrait en citer un certain nombre. Martha Gilly parlant de Suzanne Mézelas, Clara Bouvresse, qui connaît bien l'histoire de l'agence Magnum, parlant de Eve Arnold, entre autres, Jeanne Mercier, présentant des photographes africaines, etc., etc. Et vous avez aussi, alors on n'a pas le temps je vais le parcourir rapidement, mais vous avez proposé un texte introductif que je trouve très fort, avec un titre qui aussi annonce la couleur, une longue tradition de discrédit. Je vais me permettre de lire vraiment les 3 premières lignes pour revenir à la fois sur ce que vous avez dit et commencer aussi à jalonner notre propos de noms de photographes, de femmes photographes. Je vous cite: « Qui connaît aujourd'hui le destin tragique de la reporter et parachutiste américaine Dickley Chappell, morte au Vietnam en 1965 sous les bombes? Sait-on que l'on doit la redécouverte de l'œuvre de Jane Adjet à l'engagement et à l'entêtement de Bérénice Abbott, que les photoromances de l'indienne Push Pamala N, c'est la photo d'en couverture que vous voyez à droite de l'écran, n'ont rien à envier aux séries de travestissement de l'américaine Cindy Sherman, et que la publication du premier livre de photographie en 1843 est due à Anna Atkins. » Plusieurs noms sont apparus dans ces mots, dans votre texte, et si vous souhaitez, on va parcourir maintenant, tout en continuant à vous écouter, des images et votre sélection issue de ce livre, Une histoire mondiale des femmes photographes, aux éditions textuelles. Et là, je vous laisse pleinement la parole. Je vous accompagne juste dans, je dirais, l'alternance des pages pour nous dire pour quelles raisons, éventuellement, coup de cœur, raison personnelle, raison du point de vue de l'historienne de la photographie, a fait que vous avez sélectionné telle ou telle page, tel ou tel artiste, tel ou tel photographe, tel ou tel visuel. D'accord. Alors, ce qu'il faut simplement aussi dire pendant que vous montrez les images, donc c'est une histoire qui est structurée de façon chronologique à partir des dates de naissance des photographes. Et donc, il y a 300 femmes qui sont valorisées, mises à l'honneur. Évidemment, 300, en fait, ça paraît beaucoup et c'est très très peu parce que au cours de nos recherches, évidemment, on s'est aperçu qu'on pourrait faire 10 volumes du même type, en fait, tant il y a eu de femmes photographes actives dès les débuts de la photographie, d'abord essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, mais très vite sur la plupart des continents, et des femmes qui ont progressivement conquis tous les territoires, tous les genres qui ont dit du masculin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu considérer cet ouvrage comme un manifeste et non pas comme quelque chose d'abouti. Et à ce titre, vous avez été surprise, vous aussi, de cette grande pluralité de femmes photographes. Là, on voit à l'écran quelqu'un de très identifié, de très connu, Julia Margaret Cameron, mais vous avez aussi vraiment été surprise par des photographes inconnus, issus de territoires méconnus. Vous-même, en tant qu'historienne de la photographie, vous avez eu cette surprise en participant à cet ouvrage? Tout à fait. Alors, je ne vois pas votre écran, mais je vous crois. Moi, je suis restée sur la première image. Mais évidemment, ce travail qui nous a emmenés sur l'ensemble de la planète, on a été sollicité. Ah voilà, je crois que… je vais essayer de l'enlever, de le remettre. Philippe, je crois que tu n'es pas sur le bon document sur ton ordinateur. Alors, on va le refaire. Est-ce que là, c'est bon? Simplement pas la bonne fenêtre qui est active. Voilà. Voilà, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. On y va. Voilà. Oui, je vous disais, voilà, on est allé solliciter des conservatrices, des universitaires, des photographes, même des descendantes de photographes, des iconographes, donc des femmes sur tous les espaces, dans un très grand nombre de pays, pour réfléchir à une sorte de liste idéale. Mais évidemment, elle est très frustrante parce que donc il a fallu faire des choix, il a fallu supprimer
position. Forcément, on va nous dire qu'il manque telle ou telle grande photographe. Mais bon, voilà, il y avait des contraintes éditoriales, il y avait aussi le souci d'une forme de rigueur historique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où certaines femmes ont été plus actives dans certains pays plutôt que dans d'autres. Et puis, il fallait trouver une sorte d'équilibre géopolitique aussi, voilà, montrer la production asiatique, la production subsaharienne qui vient un petit peu plus tard dans l'histoire. Donc, voilà, c'est le choix un peu d'ajustements qui sont forcément difficiles par moment et qui expliquent qu'on ne trouvera pas tout de l'histoire de la photographie par les femmes. Et donc, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, moi, là, ça a été un cheminement merveilleux parce que forcément, ça m'a déstabilisée par rapport à ce que je croyais savoir. Autant, effectivement, je pensais bien connaître la photographie européenne, occidentale, autant je me suis aperçue que voilà, j'étais complètement ignorante de pans immenses de cette histoire du côté de l'Amérique du Sud, de l'Europe du Nord, de la Russie, de l'Afrique en général, de l'Asie. Enfin, voilà, et je crois que je peux être représentative du lecteur ou du connaisseur un peu lambda en France, c'est-à-dire que probablement que beaucoup parmi nous n'ont pas connaissance d'un certain nombre de photographies que l'on fait découvrir dans cet ouvrage. Mais là, donc effectivement, c'est une double page que j'ai choisie parce qu'elle met côte à côte deux photographes britanniques, Constance Talbot et Julia Margaret Cameron. La première, on ne la connaît peut-être pas, c'est pourtant l'une des premières photographes, probablement, puisque c'est aussi l'épouse de l'inventeur de la photographie en Grande-Bretagne, donc de William Fox Talbot. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que manifestement, elle a été aussi une praticienne de la photographie. Non seulement elle a assisté Talbot dans son entreprise d'expérimentation en tant qu'épouse dévouée, mais elle a aussi pratiqué autant le dessin photogénique, ce qu'on appelle aujourd'hui le photogramme, que la prise de vue à la chambre. Et ce, très tôt, entre 1839 et 1843, là, on a la preuve d'une photographie réalisée en décembre 1843, où elle reproduit en fait les vers d'un poète ami, Thomas Moore, à travers le photogramme. Et puis de l'autre côté, je voulais aussi parler de Julia Margaret Cameron, qui à l'inverse, je crois, est l'une des photographes du 19e siècle, en tout cas les plus connues, reconnues, que l'on cite très fréquemment dans les ouvrages de photographie, dans les manuels. S'il n'en faut connaître qu'une, ou si l'on n'en connaît qu'une, c'est bien elle. Et voilà, qui a eu évidemment une place très importante dans cette histoire de la photographie en train de se constituer au 19e siècle, parce que aussi c'est elle, d'une certaine manière, qui a contribué à faire de la photographie un art, à lui donner ses lettres de noblesse, à la fois par le choix de ses sujets, par les références qu'elle faisait à la mythologie, à la littérature, à la peinture, mais aussi par sa technique tout à fait atypique à l'époque, très étonnante, puisque elle fait le choix de portraits grandeur nature avec des très grandes plaques, et elle théorise en quelque sorte aussi un usage du flou en lui donnant une dimension esthétique, en fait. Voilà, elle avait une tactique ou une technique très particulière en termes de mise au point. Et ce qui est intéressant, donc elle s'arrêtait un petit peu à un moment où voilà, il y avait une espèce de léger flou qui créait un univers très sensible, très doux en quelque sorte, avec très peu de profondeur. Et étonnamment, c'est quelque chose qu'on lui a à l'époque beaucoup reproché. En fait, on considérait qu'elle ne maîtrisait pas la technique photographique. Et ça, c'est un argument qui revient très souvent quand on lit la façon dont les femmes photographes ont été comprises, reçues par leurs contemporains et ensuite les historiens.
Alors, je continue le voyage. On voit toujours votre marqueur en haut à droite. Je le précise, c'est vous qui avez sélectionné. Ce n'est pas une icône réalisée par les éditions textuelles. Où sommes-nous dans cette nouvelle double page, 68-69? Je rappelle que ce ne sont que des extraits, encore une fois, de ce livre gigantesque auquel vous avez participé. Alors là, nous sommes aux États-Unis, à New York, en fait, finalement, je crois dans les deux photographies, avec donc deux pionnières du photojournalisme aux États-Unis, les États-Unis qui finalement étaient un peu, même beaucoup en avance par rapport à l'Europe, en tout cas à la France à cette époque, donc fin 19e. À gauche, vous avez une photographie qui est un autoportrait de Frances Benjamin Johnston, une femme qui a une longue carrière de photographe, qui s'est illustrée, donc, comme je vous l'ai dit, dans le photojournalisme, qui s'est illustrée aussi dans la présentation de ses consoeurs photographes. Elle a imaginé une énorme exposition à Paris en 1900 en faisant venir les travaux de photographes pictorialistes américaines. Donc, elle a contribué à la valorisation du travail d'un certain nombre de consoeurs. C'est une femme aussi qui a écrit sur la photographie et qui a invité les femmes à la rejoindre dans cette pratique en leur expliquant à quel point c'était une pratique éventuellement émancipatoire et qui leur permettrait de se mener à leurs besoins et de trouver une place dans la société. Et j'aime beaucoup cette photographie qui la représente donc dans son atelier, photographie très subversive en fait pour l'époque. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît peut-être un petit peu étonnant, mais voilà, elle est dans une pose particulièrement provocatrice. Donc les jambes croisées, la jupe relevée sur ses jambes, donc qui révèle son mollet, qui a souvent un lieu de fétichisme à cette époque. Elle tient une chope de bière dans sa main gauche, une cigarette dans sa main droite. Donc, toute chose qui était quand même plutôt inconvenante pour une femme à cette époque, enfin en tout cas dans l'espace public ou semi-public. Et puis, sur sa cheminée, trônent en quelque sorte des trophées. Ce sont des portraits d'hommes qu'elle a réalisés. Et d'une certaine manière, voilà, je pense que c'est une figure, c'est une posture très affirmée de femme qui prend les choses en main, en quelque sorte. Et puis, à droite, il s'agit donc d'une photographie parmi tant d'autres merveilleuses, Alice Austen, également photojournaliste, qui est l'une des premières à prendre son matériel et aller dans la rue, en fait, à New York, photographier l'arrivée des migrants, photographier les enfants au travail, dans la rue, et qui a aussi toute une production moins connue parce qu'elle n'était pas destinée à être rendue publique, sur sa vie intime, vie de jeune fille issue d'un milieu assez religieux, puisque son père était un pasteur, et qui, malgré cela, en fait, a une vie émancipée aussi. Enfin, elle l'a construit comme ça, puisque c'était une femme qui était lesbienne et qui documente aussi son univers d'amitié, d'amour. Et là, on la voit avec ses amis qui étaient surnommés le club diabolique, avec humour, mais aussi peut-être un petit peu critique. Je précise pour celles et ceux qui nous écoutent que vous voyez par exemple en bas à droite Julie Jones. C'est donc une des 300 autrices, le nom et le prénom en caractère gras. Ce sont donc par exemple Julie, que vous connaissez, que je ne connais pas, mais que j'imagine que vous connaissez, qui a rédigé cette notice pour la photographe française Benjamin. On continue encore une fois ce voyage dans l'histoire de la photographie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, une histoire de la photographie avec quelqu'un que moi personnellement je connais bien, Erika Nimis, une des meilleures spécialistes de la photographie dite africaine. Mais qu'est-ce que la photographie africaine? Ça pourrait être l'objet de notre atelier Gens d'images. Vous pourriez nous en dire quelques mots, Marie-Robert, de ces deux images? Oui, ben alors à gauche, c'est donc une image produite par Alice Seeley Harris, qui était donc une Anglaise missionnaire au Congo au début du XXe siècle. Et pour faire vite, elle est sidérée, effrayée en fait par ce qu'elle voit à l'époque, à savoir l'exploitation effrénée
des Congolais par le régime colonial sous domination du roi belge. Léopold, belge, oui. Voilà, Léopold II. Et elle apprend un jour que voilà, c'est ce monsieur qui est installé ici sur une natte, qui regarde ce qu'on perçoit comme... enfin, on ne perçoit pas trop de quoi il s'agit, mais il s'agit de choses qui sont enveloppées dans des feuilles de bananier. En fait, il s'agit de la main de sa fille qui a été mutilée par les planteurs d'EVA parce que ce monsieur n'avait pas rapporté le quota nécessaire d'EVA pour produire du caoutchouc. Donc, voilà, c'est le symptôme ou témoignage d'une exploitation qui est fondée sur la violence, le viol, l'injustice absolue. Et Alice Harris, en quelque sorte, c'est un peu la première lanceuse d'alerte de l'histoire de la photographie, puisque voilà, elle produit des images, elle témoigne de ce qui se passe à l'époque, images qui vous sont ensuite qui sont publiées et sur lesquelles elle va parler lors de conférences qu'elle va donner dans des tournées en Angleterre et aux États-Unis. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est comme beaucoup de femmes dans cet ouvrage, on va se rendre compte à quel point l'image est un outil de transformation du monde à l'échelle, voilà, parfois locale, parfois un peu plus globale. Et de résistante, telle que vous l'avez utilisé au début de notre entretien. Vous avez utilisé 2 fois le mot de résistante. Ces femmes photographes ont aussi été choisies dans cet ouvrage parce que certaines, du moins, incarnaient cette idée de résister par la photographie à leur époque, dans leur contexte. Ça a guidé aussi vos choix en tant que coordinatrice générale. Enfin, j'utilise un autre mot, du coup, mais de cet ouvrage. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est aussi l'intérêt d'un ouvrage collectif, c'est que finalement, le choix, il se fait à plusieurs. Et il y avait des sensibilités très différentes entre l'éditrice, les éditrices Marianne Therry et Manon Lenoir, entre Luce Lebar et moi. Parfois avec des choix liés à l'histoire de la photographie elle-même, parfois plus des accents donnés à l'histoire des femmes ou alors l'histoire des engagements politiques. Donc effectivement, ça a été le fruit de dialogues, de négociations, de compromis. Mais c'est vrai que pour ma part, j'avais à cœur aussi de valoriser voilà, des travaux de femmes qui sont engagés dans le monde et pas seulement dans la photographie. Voilà, donc là, c'est une autre double page. Bon, à droite, c'est à nouveau une photographie réalisée par Alice Austin, dont je viens de vous parler. Et là aussi, avec une dimension assez transgressive pour l'époque, puisque ce sont des femmes qui portent simplement une visette et puis qui s'amusent avec la cigarette, qui est quand même l'emblème ou le symbole de la masculinité. Et puis à gauche, c'est la fameuse comtesse de Castiglione, éphémère favorite de Napoléon III, intrigante, mais aussi étrange personne qui, pendant plus de 30 ans de son existence, s'est rendue très régulièrement dans l'atelier d'un photographe, Pierson, pour se mettre en scène, inventer des personnages, inventer des histoires, réinventer son corps aussi tout au long de sa vie. Et voilà, quelque part, c'est une personne entre presque déjà performeuse, presque déjà... enfin, c'est une démarche qu'on rencontrera beaucoup au XXe siècle à travers les productions qu'on connaît bien de Cindy Sherman, par exemple. Mais ce que l'ouvrage aussi permet de découvrir, c'est que il y a toute une tradition en fait de l'autofiction, de la mise en scène de soi dans la photographie, de femmes et d'hommes aussi, mais aussi voilà, dans la photographie. Et la comtesse de Castiglione, en quelque sorte, c'est un peu le premier moment le plus singulier de cette tradition-là, de ce genre-là. Avant-gardiste, en quelque sorte. Absolument. Toujours des noms emblématiques. Julia Margaret Cameron, on l'a déjà évoqué tout à l'heure à travers une autre photographie. La revoilà à nouveau en page de droite.
Voilà. Image que je trouve très intéressante parce que très sensuelle, en fait, hein, qui montre deux enfants dénudés qui s'embrassent. Et image, en fait, qui a été en son temps très bien reçue, comprise, appréciée par ses contemporains. Et ce que je souhaitais simplement vous dire ici, c'est que probablement que si ça avait été un homme qui avait été derrière l'objectif, qui avait envisagé cette composition, elle aurait peut-être pas eu la même postérité ni la même réception. Et l'on sait justement que quelqu'un comme Lewis Carroll, cet écrivain qui était aussi photographe, a réalisé aussi des images d'enfants un peu subjectifs, un peu d'enfants érotisés, et images qui ont disparu ou qu'on ne supporterait pas de voir aujourd'hui. On continue encore une fois ce voyage. Alors on peut aussi simplement parfois, si vous souhaitez, regarder sans forcément commenter. Là, je vous laisse une totale liberté de faire et d'exprimer. Moody, simplement, voilà, c'était une photographe canadienne qui est partie dans l'Arctique et qui a tenté voilà, de photographier les populations qui vivaient dans ces espaces de grand froid, qui a même essayé d'installer un studio dans un igloo, mais les conditions étaient quand même un peu difficiles, et qui a entre autres photographié des femmes inuites. Voilà, et ça c'est aussi quelque chose peut-être moins attendu, de se dire que non seulement des femmes étaient dans ces espaces sauvages, et très sauvages au sens climatiquement éprouvant, et qu'elles ont photographié des femmes, et des femmes là aussi peut-être inattendues, en train de pêcher, en train de chasser, chose à laquelle voilà, on n'est pas habitué. Surtout en 1905, comme dit la légende. Tout en continuant ce voyage dans l'histoire de la photographie, je ne peux ne pas vous poser une question un peu plus personnelle. Vous êtes conservatrice en chef de la photographie au musée d'Orsay, mais on l'a bien compris, vous avez des convictions, des engagements sur la photographie, en tout cas celles qui la font, qui l'ont fait ou qui la feront, j'imagine. Si je venais chez vous, si nous venions chez vous, est-ce que l'on verrait une photographie, des photographies particulières? Est-ce que vous dissociez votre métier de conservatrice ou pas? Du coup, est-ce que vous êtes collectionneur? Est-ce que vous avez peut-être ces mêmes photographies quelque part chez vous, en petit format, en grand format, je ne sais pas. Comment vous pourriez nous apporter quelques éléments de réponse sans trahir votre intimité personnelle? Non, vous ne trouveriez pas beaucoup de photographies, à la fois pour des raisons éthiques, parce que je crois qu'il faut dissocier sa pratique professionnelle et puis ses goûts personnels. Et donc, évidemment, je serais tellement heureuse d'être en possession d'une collection de photographies du 19e ou de femmes photographes, mais je crois que voilà, je m'abstiens d'un point de vue déontologique et simplement... D'autres images, peut-être, d'autres époques. Quand j'ai posé la question à Christian Cojot dans un autre contexte il y a quelques mois, il m'avait répondu, en rentrant chez moi, à droite ou à gauche, je ne me souviens plus, une image de Dieter Appel, la fameuse image de l'homme qui souffle dans le miroir. Est-ce que vous, à gauche ou à droite, quand on rentre chez vous, il y a une photographie ou pas du tout? Si, il y a quelques photographies. Mais pas tant que ça. Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un joli tirage de Marie Rouge. C'est une photographe voilà, très contemporaine. Jeune, contemporaine, et qui montre des manifestants dans la rue, dont voilà, une femme qui s'époumonne et qui prend beaucoup de place dans l'espace public et qui s'exprime. Alors, on va y venir à la photographie couleur, puisque là, nous sommes à la page 137. On va basculer aussi sur des photographies plus contemporaines, où la couleur, l'élément de couleur en tant que langage va arriver à travers ces œuvres réalisées par des femmes photographes. Je vais y venir peu à peu. Là, on voit toujours des noms emblématiques de l'histoire de la photographie. Germaine Krull à gauche, Bérénice Abbott, à laquelle vous avez fait allusion dans votre texte introductif tout à l'heure. Des femmes très connues de l'histoire de la photographie. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent, peut-être et sûrement, connaissent cette iconographie. Je voudrais peut-être qu'on insiste plus sur des choses méconnues, plus en marge, sur des territoires peu photographiés à l'époque, et pourtant photographiés par des femmes photographes. La photo de gauche va nous faire peut-être tout à l'heure un parallèle avec votre actualité
dont on parlera dans quelques dizaines de minutes. Là, simplement, j'aimais beaucoup cette double page parce qu'il faut imaginer que précisément derrière l'objectif, c'est une femme et qu'elle est confrontée donc à un groupe d'hommes qui les regardent l'une et l'autre, Anna Rifkin-Brick et Anne-Marie Schwarzenbach. Voilà, c'est simplement, je dis ça, c'est complètement je décontextualise complètement ces images. Et c'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit qui est derrière l'appareil quand on regarde aussi des images. Et voilà, pour la première fois, en tout cas dans cette projection partagée, une image en couleur arrive en page de droite, une image emblématique de cette photographe américaine, Ellen Leavitt, toujours avec Julie Jones comme autrice. Julie qui travaille au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Julie Jones, qui est une spécialiste de la photographie américaine, de la photographie par les femmes, et qui est une contributrice très importante de cet ouvrage. Gerda Taro, bien évidemment, une des photographes peut-être emblématiques, c'est certain, mais méconnue, puisqu'on redécouvre régulièrement des images de la guerre d'Espagne qu'elle a faites, qui n'ont pas forcément été signées à une autre époque de son nom. Lee Miller également, une des grandes photographes de la Deuxième Guerre mondiale, embarquée, si je me souviens bien, dans l'armée américaine. Absolument, voilà, oui, photographe donc, qui a été un objet de désir, de regard, voilà, par la part des photographes, puisqu'elle était mannequin et actrice avant d'être photoreporter. Et voilà, ce qui m'impressionne dans cette photographie, c'est aussi sa puissance, son désir de revanche, puisqu'il s'agit de gardiens de camps nazis qui, au moment de la libération, donc, ont dû être tabassés. On ne sait pas par qui. En tout cas, Lee Miller, il faut l'imaginer debout face à eux avec son appareil qui est comme une arme, en fait, une forme de revanche par rapport à la cruauté, la barbarie, son nom du nazisme. Viviane Meyer, Ellen Leavitt. C'est important de dire ces noms, de prononcer ces mots, ces prénoms et ces noms de femmes photographes. Certaines très connues, d'autres beaucoup moins. J'avoue que je ne connaissais pas ces deux, par exemple. Voilà, celle de gauche, Marilyn Silverstone, qui était photoreporter, qui à un moment donné s'est dit que la photographie était trop prédatrice et elle est partie dans un temple bouddhiste au Népal. Et moi, j'aime beaucoup cette photographie parce qu'elle témoigne aussi d'une démarche qui est assez fréquente chez les femmes photographes, qui est de penser la photographie comme un moment, un espace aussi de partage. Et là, voilà, c'est comment aussi cette population qui est peu habituée à être représentée en images s'observe, se découvre à travers des diapositives qui les représentent. Cette idée que la photographie est aussi une pratique sociale, créatrice de liens sociaux entre les hommes et les femmes. Tout en continuant à partager ces images, est-ce que vous avez eu un coup de cœur particulier sur une de ces photographes et peut-être avoir l'envie d'en savoir plus, de découvrir sa vie, de peut-être même un jour, je ne sais pas, faire un travail de recherche ciblé sur une ou plusieurs de ces femmes photographes dans ce livre, ces éditions textuelles. Il y a eu ce coup de cœur quelque part parmi celles que l'on voit, que l'on ne voit pas. Beaucoup de coups de cœur. Alors, c'est un peu injuste parce que finalement, bien sûr. Voilà, il y a celle, vous venez de passer sur Val Wilmer, qui est une photographe anglaise qui a photographié le monde du jazz et qui a aussi beaucoup écrit. Donc, il y avait une forme d'engagement et du côté de la photographie et du côté des minorités. Elle a beaucoup écrit à la fois sur le monde du jazz, sur les Afro-Américains, sur les femmes. Donc, elle alliait plusieurs formes d'engagement à travers l'image et le texte. Il y en a tant d'autres. Il y a Renée Cox aussi, qui est une femme jamaïcaine, qu'on verra peut-être un peu plus loin, qui s'imagine elle aussi un peu de la même façon que la Castiglione, qui s'imagine des personnages et qui a inventé une figure de superwoman
une femme forte, en fait, parce que pour beaucoup de photographes, et en particulier soit africaines, soit qui ont une une ascendance africaine, et qui ont une histoire compliquée avec la créolisation, avec le métissage, avec l'histoire coloniale, il y a aussi un travail à la fois sur le corps, la représentation du corps de la femme, mais aussi la représentation des corps de couleur, pour dire les choses un petit peu schématiquement. Est-ce que cette photographie, on va la voir, on en parlait tout à l'heure, dans l'exposition Jazz Power aux prochaines rencontres d'art dont vous avez assuré avec Clara Bastide, le commissariat? Oui, tout à fait. C'est une exposition donc, que je vous invite à venir voir aux rencontres d'Arles cet été, dans l'espace Croisière. Et donc, c'est une exposition consacrée aux 20 premières années d'un magazine qui s'intitule Jazz Magazine, consacré donc au jazz, qui a eu pour ambition de faire découvrir le monde du jazz, le monde des artistes afro-américains en France, un public qui ignorait beaucoup de cet univers. Et dans ce magazine, il y a eu un très grand nombre de photographes qui ont contribué à produire des images qui ont rendu visible, rendu aimable la communauté africaine-américaine. Et parmi ces photographes, Val Vilmer, voilà, qui sera aussi à l'honneur. Une exposition visible à partir du 4 juillet, mais on y reviendra dans quelques minutes pour vraiment la dernière séquence de notre entretien Gens d'images. On continue avec Christine Spengler, Jane Evelyn Atwood. Voilà, Jane Evelyn Atwood, qui est une très très grande photographe française que j'aime beaucoup, et qui, elle aussi, d'une certaine manière, incarne ce que peut être une photographie dans le temps long, plus collaborative. Voilà, c'est une personne qui prend un temps infini à écouter les gens qu'elle va photographier, elle les accompagne dans leur drame, dans leur vécu, dans leur existence. On connaît le travail qu'elle a fait auprès de Jean-Louis, qui est une personne qui est morte du sida. Oui. On connaît son travail dans les prisons, auprès des femmes enfermées qui accouchent, en Haïti. Enfin voilà, c'est une femme aussi qui est engagée, qui va sur le terrain, et qui a beaucoup d'écoute, d'empathie, de complicité avec les personnes dont elle se fait le porte-voix, porte-image. Toujours des photographes que vous avez souhaité partager avec nous. Alors, toujours pareil, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez, et je me ferai un plaisir d'être le porte-parole, vous pouvez nous proposer des réactions, voire des questions, voire des compléments d'informations sur le chat. Il y a l'équipe de Gens d'images est là en coulisses pour se faire le relais de vos questions, de vos réflexions sur ce qu'on est en train de se dire, sur les images que nous partageons depuis quelques dizaines de minutes. Et voilà, et la couleur arrive, on en a parlé tout à l'heure, avec deux types d'iconographie plus contemporaines. Nous sommes en 1982 pour l'image de droite. Oui, alors là, en fait, vous êtes dans un moment du livre qui est relatif plutôt à ce qu'on appelle l'avant-garde féministe dans les années 70-80, voilà, où il y a eu un très grand nombre d'artistes, en fait, pas forcément que photographes, qui ont utilisé la photographie comme médium d'expression, mais aussi d'action, de transformation des représentations, parmi lesquelles Renato Bertmann, qui était une Autrichienne, Jo Spence, voilà, qui utilisait la photographie aussi comme thérapie, puisqu'elle a eu un cancer du sein, et donc elle a réalisé une photothérapie, en fait, comme de traitement de la maladie à travers la photographie. Et c'est un moment où ces photographes aussi, voilà, mais bon, je pense que c'est pas la première fois non plus dans l'histoire, mais elle pose la question de la représentation de la féminité, entre guillemets, et la façon dont on peut peut-être s'extraire d'un certain nombre de stéréotypes, voilà, qui ont été trop maintes fois reproduits, répétés, et donc qui montrent aussi des corps de femmes différents, malades, vieillissants, ou qui conviennent pas forcément je ne trouve pas le terme, enfin voilà, qui
qui sortent un petit peu des sentiers battus de la représentation du corps féminin. Voilà, simplement, voilà, ça me tenait à cœur aussi de montrer des photos d'animaux. Alors, je fais pas. Il n'y en a pas beaucoup dans l'ouvrage. Il y en a un petit peu, voilà. Ouais. Mais c'est quelque chose que je voulais signaler parce que c'est vrai qu'il y a eu une attention des femmes photographes, en fait, aux opprimés, que ce soit les femmes, que ce soit les minorités et populations en voie d'extermination ou d'extinction, que ce soit là. Et il y a eu aussi une attention, j'insiste sur l'extinction du vivant et une attention aux animaux. C'est le cas de Bessie Girsch, qui était une Israélienne. Voilà, et c'est quelque chose qui est assez récurrent, qui est en filigrane dans cet ouvrage, mais voilà, je souhaitais aussi rappeler. Après, voilà, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles les femmes sont plus sensibles à ces questions, mais en tout cas, c'est une réalité aussi. Et là, en vous écoutant, je devine que c'est un de vos partis pris à vous, Marie-Robert, dans la sélection peut-être de ces photographes qui ont posé un regard comme ça sur les animaux, puisque vous avez commencé à en parler. C'est vous vous êtes là, par exemple, dans les coulisses pour particulièrement faire attention que ces photographes soient présentes? Vous les avez poussés, proposés ou pas du tout? Oui, alors là, sur cette image-là, je ne saurais vous dire, mais oui, certainement que j'ai essayé d'intégrer un certain nombre de mes propres obsessions, mais qui sont quand même légitimes dans le sens où je ne les sens pas de nulle part. Hein. C'est le constat après des années de recherche et d'études. Bien sûr. Voilà, donc là, c'est une très belle double page aussi entre le travail d'Angèle Etundi et Samba, qui est camerounaise, qui fait des magnifiques, entre autres, portraits de femmes noires, qui travaillent beaucoup les contrastes, la texture, la matérialité de ces images. Et puis Pamela Singh, une indienne, voilà, qui joue avec l'imagerie vernaculaire indienne, qui repeint ces images, qui peint ces images, et qui aussi, là, c'est réaliser des autoportraits avec un rétroviseur qu'elle accrochait à son appareil photo. Et donc, c'est des autoportraits, mais dans l'espace public, dans la rue. Donc, elle s'invite au milieu de personnes qui sont dans la rue. Vous avez eu des témoignages de toutes ces photographes qui se sont retrouvés dans ce livre, j'allais dire édition 1, peut-être qu'il y aura une suite un jour, mais vous avez eu des retours d'expérience, des témoignages, par exemple, de Angèle Etundi et Samba ou d'autres qui vous ont témoigné leur surprise, leur joie, je ne sais pas, le fait d'être comme ça célébré dans ce livre Somme, j'allais dire. Oui, je crois que oui, on a eu des retours, bien sûr, parce que pour toutes ces photographes actuelles, bien vivantes, eh bien, il a fallu évidemment les contacter, leur demander leur accord. Souvent, justement, en Afrique, il est absolument indispensable de pouvoir avoir l'accord de la photographe pour pouvoir écrire sur elle. Donc, oui, on a eu des retours évidemment très chaleureux, très enthousiastes, reconnaissants pour certaines d'entre elles qui sont peut-être moins connues, en tout cas en France. Et puis, voilà, malheureusement, certaines grandes photographes ne sont pas dans l'ouvrage, mais on s'est dit aussi qu'elles n'avaient pas besoin de nous pour exister, pour continuer leur vie publique. Voilà, donc il y a aussi des images qui sont un peu provocatrices, qui sont un peu gênantes, qui sont là pour poser des questions. Et on a aussi, par exemple, pour prendre le cas de Rineke Dijkstra, souhaité sortir un peu des images connues. Donc, au lieu de choisir l'image d'une jeune fille sur la plage, que peut-être vous connaissez beaucoup, qui est Vénus sortant de l'eau, voilà, on s'est dit, on déplace un petit peu le curseur et on va montrer un adolescent qui sort de l'eau. Idem, j'imagine, pour Zanele Muoli, une très grande photographe, jeune photographe sud-africaine, c'est pas l'image la plus connue. Absolument. Proposée dans cette édition. À gauche, une grande photographe iranienne, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Shadi Gaderian. Voilà, donc là, on continue à aussi découvrir des territoires où j'imagine que peu de gens savaient qu'il y avait des photographes, savent qu'il y a des photographes qui pratiquent ce métier au quotidien,
cette expression artistique quotidienne, parfois au péril de leur vie aussi, la censure, le danger, la difficulté de se mouvoir dans l'espace, la difficulté d'être femme photographe, photographe tout court. Et puis pour terminer, parce que je crois que c'est de mémoire l'image de fin de votre sélection, Marie-Robert, Téhéran, pourquoi ce choix? Parce que c'est en fait c'est aussi la dernière image de l'ouvrage. C'est l'image d'une des photographes les plus jeunes de l'ouvrage, donc Tava Kolian, image qui date de 2010. Voilà, c'est la fin de notre parcours. On a voulu être plutôt une histoire qu'une anthologie, mais on s'est autorisé voilà, des ouvertures sur des photographes plus jeunes, plus contemporaines, en particulier du côté du Moyen-Orient, du Proche-Orient, qu'il est nécessaire aussi de rendre visible. Un regard frontal, des gants de boxe, le message c'est quoi? C'est de dire que toutes ces femmes regardent leur monde, regardent notre monde, et en sont les relais, les témoins vivants. Ben voilà, c'est très beau ce que vous dites. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tout à fait. Puis c'est une image qui est ouverte en fait. On peut y voir beaucoup de choses. On peut y voir aussi une forme de force, voire de violence, ou en tout cas une femme qui est à la fois soumise au diktat et à la nécessité de se couvrir, et puis en même temps qui ne s'en laisse pas compter avec ses gants de boxe rouges. Alors, je vais vous proposer une question qu'on a reçue à Agent d'Image. Pour conclure, je voulais en tout cas conclure cette séquence, je voulais dire que ce livre a reçu un très grand succès. Est-ce que vous pensez qu'il est arrivé au bon moment, dans une époque qui a pris conscience de certaines choses, et du coup, ça fait lien avec la question que je vous lis. Quelle place pour les femmes photographes aujourd'hui? La question que vous est posée à vous, historienne de la photographie, Marie-Robert. Avez-vous le sentiment que les mentalités ont changé? Vaste question. Que la réhabilitation des femmes photographes est désormais bel et bien incontestable? Point d'interrogation. Est-ce que ce livre y a participé? Si oui, comment? Est-il suffisant? Est-il que juste une étape d'un combat plus long? Que reste-t-il à faire? Que reste-t-il à faire pour que les mentalités continuent à évoluer? Bon, alors ce livre, effectivement, il a reçu un accueil extraordinaire, inattendu. Comme vous l'avez dit, il a été épuisé. En fait, il est sorti donc en novembre 2020, il y a 6 mois. Il a été épuisé en 1 mois et demi, et je crois que l'éditrice en est à la 3e réimpression. Vous avez été surprise, vous? Absolument, absolument. Parce que d'une certaine manière, moi, je pensais que c'était presque un livre qui arrivait trop tard. Qu'il n'y avait plus d'actualité, qu'en fait, ces questions-là, on en avait soupé, et puis qu'en fait, c'était une évidence qu'il y avait des femmes photographes, qu'il y avait une histoire de la photographie par les femmes. Manifestement, il a son utilité, il a trouvé son public. Et ce qui m'a beaucoup frappé par rapport à l'exposition qui apporte des femmes photographes qui a eu lieu il y a 6 ans, c'est sa réception critique en fait. Autant il y a 6 ans, on nous a un petit peu critiqué de faire quelque chose qui ghettoisait les femmes, qui était dans une logique un peu discriminatoire. Autant là, c'est presque un livre qui va de soi. Et ce qui aussi m'a beaucoup touchée et qui me donne de l'espoir, c'est la manière dont il a été prise en charge, comme je vous l'avais déjà dit, Philippe, mais aussi par les hommes, et en particulier les journalistes. Autant en 2015, les personnes qui s'intéressent, la couverture médiatique a été faite essentiellement de femmes, autant là, c'était mixte, et j'ai été très étonnée de voir que des hommes, et de tous âges, mais aussi des très jeunes hommes, considérer cet ouvrage comme essentiel, comme normal, comme intéressant, comme utile, comme un outil pour continuer à réfléchir à l'histoire de la photographie. Donc ça, c'est évidemment fantastique. Mais j'espère que c'est un peu le dernier ouvrage de ce type, en fait, hein, et qu'on va pouvoir passer à d'autres choses, on a d'autres préoccupations. En écho à vos éléments de réponse, je partage un document que je m'étais mis en annexe en fonction des questions de celles et ceux qui nous écoutent, un extrait du magazine Fisheye, un magazine de
de référence de la photographie contemporaine. Leur numéro, je crois, de mémoire de novembre 2020, où il y a, suite à une étude qui a été faite au ministère de la Culture en 2019, des chiffres qui font écho à ce que vous venez de dire et qui font écho aussi à ce livre, encore une fois, Une histoire mondiale des femmes photographes. Je remercie d'ailleurs, avant d'oublier, je voulais remercier les éditions textuelles. Vous avez cité Marianne Théry, je voulais citer et remercier Manon Lenoir et Alicia Mille qui ont la gentillesse de m'envoyer le PDF de cet ouvrage qui a été du coup un peu la matrice de notre échange de ce soir. On va basculer, il nous reste encore 10-15 minutes. J'invite toujours celles et ceux qui nous écoutent à proposer d'autres questions et je les remercie par avance. Et j'ai envie qu'on aborde, on a déjà un peu parlé votre actualité dans une dernière séquence à partager ensemble. Alors peut-être, puisque vous en avez déjà parlé et puisque c'est l'actualité, je dirais, début juillet, vous me dites si le partage d'écran fonctionne bien. Jazz Power, alors là, je ne vais pas moi-même lire ce qui est écrit, je pense que chacune peut être autonome, mais comment est né ce projet? Comment est né ce projet? En quoi peut-être constitue-t-il un moment nouveau dans votre parcours de l'historienne de photographie que vous êtes? Quel est le message? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Et comment, quel est le message politique? Comment la photographie peut incarner ce message politique? Et finalement, au-delà de ça, est-ce que le jazz est une musicalité particulière de votre vie? J'ai eu la chance extraordinaire en fait d'être sollicitée par Clara Bastide, voilà, qui est une grande amie et qui est une jeune femme qui travaille actuellement à la Gaîté Lyrique et que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, précisément sur le projet des femmes photographes, et qui, il y a 2 ans, fait la découverte d'un fonds de photographie extraordinaire qui est conservé par donc les équipes de Jazz Magazine et Clara qui me propose donc d'aller l'explorer et d'essayer d'en faire quelque chose. Et puis, on a eu 3 bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau, en fait. Sam Sturze, qui était l'ancien directeur des rencontres d'art, qui est intéressé par notre projet, qui nous attribue une bourse curatoriale pour nous aider à la production. Projet qui aurait dû être exposé, donc présenté l'année dernière et puis qui n'a pas été. Donc la deuxième fée, c'est Christophe Wiesner, l'actuel directeur des rencontres d'Arles, qui a reconsidéré le projet et qui a maintenu sa présentation à Arles donc, cette année. Et la troisième fée, c'est Julien Friedman qui va publier l'ouvrage qui va accompagner ce projet. Et donc, voilà, c'est à travers 10 000 photographies qu'on a regardées, donc produites dans les années 1950 à 2000, on a fait une sélection en se rendant compte à quel point les équipes de Jazz Magazine, donc, avaient été créées par le grand discographe Eddie Barclay et sa femme Nicole Barclay, qui ensuite a été prise en charge par Daniel Philippaki et Franck Thénault, qui ensuite produiront Salut les copains et d'autres revues pour grand public. On s'est rendu compte à quel point la photographie avait une place essentielle pour non seulement faire découvrir des figures de la musique du jazz, mais pour donner une place à la communauté afro-américaine en France, à un moment où on est en plein dans les décolonisations, où il y a des phénomènes de racisme et de violence raciale, où les États-Unis sont encore sous le coup de la ségrégation raciale. On ne pouvait pas encore... dans les années 60, se marier avec un noir quand on était blanc ou inversement. Donc voilà, on a été frappés par ce travail, pas forcément conscient à l'époque par ces équipes, de visibilisation de ces artistes et de la façon dont ils les ont construits aussi comme légendes. Et on fait donc du jazz, une musique savante, culturelle, qui est légitime en France,
et ont aussi souligné la dimension très très politique de cette musique, voilà, qui est une musique du cri, qui est une musique de la résistance, de la révolte, voilà, qui est portée par des êtres d'exception, des jazzmen et des jazzwomen. Voilà, aussi on a eu à cœur de montrer la place des artistes de jazz femmes dans cette histoire. Et on retrouve le mot de résistante dans votre parole, dans vos mots à vous. Au-delà d'une fréquentation, comment on sait qu'une exposition est réussie? Comment on sait qu'une exposition photographique a touché son public, que ce soit positivement ou négativement? Quels critères? Quels marqueurs? Je mets de côté la fréquentation. Comment pouvez-vous savoir que le pari est réussi quand vous organisez ou quand vous participez à une exposition individuelle ou collective? Bah, déjà, il y a immédiatement la réception quand même de la part de la presse, des gens comme vous qui s'en emparent ou pas. Il y a aussi très concrètement, dans un musée, on a les livres d'or, donc qui sont des témoignages très intéressants de l'accueil qui peut être fait, parce que souvent ce sont des expressions assez extrêmes en fait. Ce sont les gens qui ont vraiment aimé ou qui n'ont vraiment pas aimé une exposition et qui souvent ne se contentent pas d'une appréciation, mais justifient leur point de vue. Et puis, en fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que les commissaires ne sont pas toujours conscients de ce qui se passe, en fait, et de la façon dont une exposition est appréhendée, appréciée ou pas. Et je m'en suis rendu compte pour l'exposition Qui a peur des femmes photographes, parce que pour moi, c'est une exposition qui a eu lieu, et puis je suis passée à autre chose. D'autant plus qu'elle a eu lieu dans un musée de beaux-arts, donc la photographie dans un musée de beaux-arts, c'est un peu un art mineur, voilà, qui n'est pas forcément très, très reconnu, très considéré. Et c'est époustouflant de me rendre compte, justement, des années après, à quel point elle a pu quand même creuser un sillon et concerner des gens qui m'en parlent encore, comme un moment important, s'inscrivant bien sûr dans une histoire d'exposition et de démarches qui vont dans le même genre. Hein. Je voudrais... Et puis nous avons une autre actualité, ça correspond bien, puisque là nous avons une question aussi sur quelle est la future programmation au musée d'Orsay. Mais voilà un élément de réponse que je vous laisse commenter. Alors, très, très immédiatement, l'actualité, le musée réouvre demain et vous avez la possibilité d'y voir deux expositions. Une exposition de photographie qui a été conçue par Thomas Galiffo, qui concerne Giraud de Prangey. Giraud de Prangey qui était donc un pionnier de la photographie, un daguerréotypiste, et qui a fait un certain nombre de voyages au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Une autre exposition consacrée à l'invention de la nature à travers la figure de Darwin, donc une exposition qui est en prise aussi avec les questions les plus d'actualité. Et puis en septembre, donc cette exposition dont on voit le texte, Enfin le cinéma, dont je serai l'une des commissaires, et donc qui a pour ambition de reconsidérer le cinéma, non pas comme un art du XXe siècle, mais peut-être comme l'aboutissement en fait de pratiques culturelles, de pratiques du regard, de pratiques de spectacle du XIXe siècle. Donc là, on voit aussi un travail collectif. Hein. J'ai volontairement partagé, encore une fois, à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, la liste des personnes. J'ai l'impression que vous aimez bien travailler en équipe. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est le sens de mon travail et du plaisir que j'ai à travailler aujourd'hui dans une organisation comme celle-ci, c'est pouvoir faire des choses dans un collectif, d'échanger, dialoguer, de se disputer s'il le faut, mais ça permet de produire des choses qui sont forcément plus intéressantes. Et l'enjeu, c'est quoi de travailler en collectif? C'est aussi accepter d'être surprise dans des choix, dans des contenus nouveaux. Oui, d'être surpris, d'être remis en question, d'être critiqué. Et finalement, c'est comme ça aussi que la pensée, elle est la plus productive, heuristique. Hein. C'est dans la contradiction, dans le désaccord. Il me semble qu'on peut construire quelque chose. Qu'on peut avancer, exactement. Alors on arrive au terme de notre échange. Alors pour que la boucle soit bouclée, j'ai envie, je vais essayer de le faire en direct, j'ai envie de remettre
la petite photo du début. La petite photo où on vous voit, voilà, toute jeune. La boucle est bouclée quelque part dans notre atelier de conversation. Je voulais juste partager avec vous quelques nouveaux messages qui arrivent et qu'on me transmet. Un message qui est plutôt une remarque de Françoise Sor, première lauréate du prix Niepce, qui a écrit qu'elle a été la première à reçu le prix Niepce après 25 ans d'existence. Voilà, et qui nous écoute au moment où nous conversons ensemble. J'avais une question aussi qui est intéressante, je reviens un tout petit peu en arrière. Pourquoi n'avoir que des autrices pour les textes dans le livre publié aux éditions textuelles, une histoire mondiale des femmes photographes? Alors très vite, il y a 3 raisons. La première, c'est qu'en fait, ce sont surtout des femmes historiennes de la photographie qui ont produit les premiers travaux sur la question de la contribution des femmes à l'histoire de la photographie. Et ce sont souvent elles qui ont inventé les figures au sens archéologique de la découverte. C'est-à-dire que les monographies de photographes femmes ont essentiellement été le fait de femmes. Ensuite, il y avait une démarche d'empowerment, c'est-à-dire que les femmes aussi sont expertes, en particulier dans le domaine de l'histoire de la photographie. Donc, on avait à cœur d'aller chercher et de valoriser les travaux de nos consoeurs, voilà, qui sont systématiquement moins exploités, comme dans tous les champs de la création et du savoir. Hein. Donc, voilà, ça fait partie de c'est une démarche un peu militante, assumée. Et puis, troisièmement, on est parti du principe que demander à des femmes d'écrire sur des femmes, c'est aussi peut-être de déplacer un peu le curseur, changer de focale, et on se rend compte aussi que dans le domaine de l'histoire, de la philosophie, de la préhistoire, le fait que ce soit des femmes qui posent les questions et qui apportent des hypothèses et qui prennent en charge un objet, elles montrent des choses un peu différentes de ce que l'on avait l'habitude de voir et de considérer jusqu'à présent. Et puis peut-être ce qui est ma toute dernière question, si vous n'étiez pas conservatrice en chef du musée d'Orsay, vous seriez quoi? Vous seriez, si vous aviez la possibilité de faire autre chose, ailleurs, autrement, si je vous donnais comme ça les clés de ces possibilités-là, ici et maintenant, vous choisiriez quoi, Marie-Robert, pour faire autre chose et peut-être continuer à incarner, peut-être, je ne sais pas, ce mot de résistance, de résistante que vous avez proposé plusieurs fois, vous feriez quoi et où? Alors, il y a 10 ans, je vous aurais dit je serais cinéaste et je changerais le monde en produisant des images animées. Aujourd'hui, ce serait plutôt un de mes rêves que je ne réaliserai jamais, c'est d'ouvrir un espace, un écolieu en fait, un endroit où on viendrait échanger, partager des bonnes choses, des bons verres, et aussi reconstruire de façon très locale la société, l'avenir, retisser du lien et du vivant. C'est une bonne conclusion pour notre atelier Gens d'Image. Je rebondis encore une fois pour aller un peu plus loin et faire un clin d'œil à la réouverture des lieux de sociabilité demain. Dans une interview que vous aviez donnée il y a quelques mois à Erika Wenman, que vous avez citée en début d'entretien, elle vous posait la question si vous étiez un breuvage et vous aviez répondu « pourvu qu'on ait l'ivresse ». Donc, message collectif pour demain, pour celles et ceux qui vont profiter de la réouverture de tous ces lieux de sociabilité. Je vous remercie beaucoup, Marie-Robert, pour cet échange, ce premier webinaire. Je n'avais jamais fait ça. J'allais dire, j'espère que c'est le dernier, parce que ça voudrait dire que c'est possible de converser dans le même lieu. En tout cas, au nom de toute l'association Gens d'Image, on vous remercie d'avoir répondu présente à cette modeste invitation et j'espère que celles et ceux qui nous ont vus, écoutés, ont découvert de nouveaux photographes et de nouvelles formes de photographie. Voilà, à travers vos mots et vos partis pris. Merci beaucoup, Philippe. Merci à Gens d'Image et merci à ceux qui ont eu le courage de nous écouter dans ce format un peu atypique, mais effectivement qu'on espère ne pas voir perdre.